Rebonjour, soyez les bienvenus une nouvelle fois sur le port de Monaco, un port aux allures étranges puisqu'il fait office de paddock pour le deuxième Grand Prix historique de l'histoire de la Principauté de Monaco. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. On va vous présenter chacune des 6 courses inscrites au programme de cette journée. Certaines ont été enregistrées, on vous les diffusera. D'autres seront commentées en direct par Gérard Crombach qui nous a prêté ses services. Merci Gérard d'être avec nous. Gérard, est-ce que ça vous vexe? Qu'est-ce que ça vous fait si on vous dit que vous êtes la mémoire du sport automobile français? Non, mais je crois qu'il y en a qui en savent beaucoup plus que moi, mais c'est un fait que toutes ces voitures ici, je les ai toutes vues courir. Voilà, alors justement, j'ai lu chez un confrère ce matin, chez Nice Matin, pour ne pas le citer, j'ai lu que l'odeur que vous aviez respirée ici, hier, lors de votre arrivée, vous rappelez l'odeur que vous respiriez à l'époque au bord des circuits? Absolument, et en particulier cette voiture-là, en 1936, la première course à laquelle j'ai assisté, c'était le Grand Prix de la CF à Montlhéry, et il y avait sa sœur. Et elle utilisait de l'huile de ricin et un carburant anglais qu'on appelait du Discol, et qui avait une odeur d'amande amère. C'était évidemment un produit chimique destiné à la faire marcher plus vite. Et je n'ai jamais oublié ça. Et j'aimerais dire que pour moi, la course automobile, c'est toujours aussi passionnant. Il ne manque qu'une chose, l'odeur des voitures modernes n'est plus celle des voitures anciennes. Voilà, l'odeur, ça fait véritablement partie selon vous. Absolument. Pour moi, pour les spectateurs, l'odeur était quelque chose d'important. Gérard Crombach, vous avez fréquenté les circuits pendant des dizaines d'années. Et là, ce week-end, on vous observe ici à Monaco. Vous êtes comme un jeune homme ravi et qui ouvre grand ses yeux. C'est un spectacle magnifique avec un plateau magnifique. Ah, pour moi, c'est le rêve, c'est le paradis. Toutes ces voitures sont absolument merveilleuses et en plus, elles ont été chouchoutées, elles sont pomponnées. Elles sont plus belles qu'à l'époque. Voilà. Alors, les choses vont se dérouler de la manière suivante. Donc, on va vous passer, comme je vous le disais tout à l'heure, des résumés. Il faut savoir que les organisateurs, l'Automobile Club de Monaco, a divisé toutes ces voitures. Il y a à peu près 140 engagés en 6 catégories qui sont censées retracer toute une épopée de sport automobile, en fait, Gérard. Mais ils en ont pris 140, mais ils avaient reçu 300 engagements, plus de 300 engagements, ce qui veut dire qu'ils ont choisi la crème de la crème. Et autre anecdote que vous nous disiez juste avant qu'on prenne l'antenne, une voiture qui a couru ici et qui a bien figuré ici prend de la valeur. Absolument, et je crois savoir que le propriétaire de cette voiture-là, qui était en train de la vendre, a dit maintenant elle vaut plus cher. Merci. Il a fait une très belle 3e place. Bon Gérard, vous allez rester avec nous durant ces 2 heures et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une course qui s'est disputée ce matin, dont le commentaire a été enregistré. C'est un résumé enregistré par Frank Verplanken et il s'agit de la Formule Junior. En fait, ce sont les Formule 3 de l'époque, la fin des années 50, début 60. Absolument, absolument. Voilà, alors vous allez voir dans cette course des noms très connus, des voitures qui pour la plupart sont des voitures anglaises d'ailleurs. Il y a des Lotus, il y a des Lola, il y a des Cooper, bref, c'est la Formule Junior, petit résumé, en compagnie de Frank Verplanken. Première course de ce Grand Prix historique de Monaco 2000, la série E réservée aux voitures de Formule Junior, ces petites monoplaces ancêtres de nos Formule 3 actuelles, qui coururent de 1958 à 1963. C'est l'anglais Dennis Welch qui a réalisé la pole position au volant de sa Merlin MK57 de 1963 avec une belle avance de 4 secondes sur un gros peloton de Lotus et Brabham anglaises. Départ impeccable du poleman Dennis Welch alors que derrière lui Tony Thompson manque de faire un faux départ. Il se ravise et s'élance donc en 3e position derrière Welch et Falk. Le reste du plateau passe sans encombre le premier virage de Sainte-Dévote. D'entrée de jeu, les 3 leaders creusent l'écart sur le reste de leurs poursuivants. Un lot de poursuivants assez hétéroclite composé de voitures artisanales italiennes pour la plupart, des Oscar, des Caravelle, des Bandini, des Foglini. Un lot assez hétéroclite mais néanmoins assez homogène.
Welch et sa Merlin avaient réalisé la pole avec 5 secondes d'avance sur le reste du peloton. Et c'est quand même une surprise de voir que ces deux poursuivants parviennent à garder le contact dans ce début de course. Le premier passage à chicane se fait sans encombre pour les leaders. À l'issue de ce premier tour, les trois hommes possèdent une avance conséquente sur Martin Walford, le quatrième. Walford qui pilote une voiture assez intéressante puisque c'est la Lotus 22 Ford du team Lotus officiel. Une voiture que l'on peut considérer comme la meilleure de son époque puisqu'elle remporta entre les mains d'Arundel la Coupe d'Europe 1962 de Formule Junior et également ce Grand Prix de Monaco en Formule Junior en 62. 18 victoires en 25 courses pour Arundel, imbattable en Formule Junior à l'époque, qui a eu un peu moins de succès en Formule 1. La bataille pour la deuxième place, toujours entre Thompson et Folt de Lotus. Freinage retardé au maximum à Sainte-Dévote, comme les grandes voitures, comme les F1. Et un premier abandon, où néanmoins apparemment un gros problème moteur pour la numéro 19, la Stanghellini de Matteo Panini. Le pilote n'a pas l'air ravi de ses soucis. Le leader, lui, cravache. Et son avance semble avoir au moins doublé. Vous avez ici Welch à l'écran et le deuxième Thompson qui apparemment a perdu pas mal de terrain sur ce dernier tour. Et lui-même semble avoir décroché le troisième, l'Espagnol Folch. Et voici cette Lotus 22 Ford de Walford. Et déjà les premiers retardataires pour le leader. Un gros paquet de retardataires apparemment. Il faut dire que les écarts aux essais étaient quand même assez conséquents. Puisqu'il y avait quand même plus de 40 secondes entre le premier et le dernier. Mais il est vrai que le niveau de pilotage est pas aussi homogène que celui des voitures. Il est bien compréhensible que beaucoup de pilotes n'osent pas trop attaquer de peur d'abîmer ces superbes voitures. Et donc à la mi-course, un classement inchangé pour ce qui concerne les 5 premiers, alors qu'apparemment Longdon a dépossédé le monégasque Marcus Mussat de sa 6e place. Longdon qui court sur la Lola, vainqueur ici en 63 avec Richard Attwood. Et voilà Dennis Welch qui va donc entamer son dernier tour. Une victoire quasiment certaine maintenant pour Welch. Et un beau pied de nez au Lotus. Une avance de près de 10 secondes maintenant. De quoi assurer. Et première sortie de route dans le dernier tour. C'est dommage pour le numéro 26, une Nelva pilotée par Stenge, un Allemand, qui apparemment a l'air très mécontent de cette sortie de route. C'est vrai que la voiture a l'air passablement abîmée quand même. Dernier passage à la chicane pour Welch, sans encombre, malgré quelques retardataires. Un dernier retardataire sur la route de Welch, c'est Henri Fabre, un des rares Français engagés sur une Stanghellini. Fabre s'est très sportivement écarté, ce qui permet donc à Welch de remporter une superbe victoire après avoir dominé de bout en bout. Welch qui s'impose donc devant Thompson et Folch, un triplé de voitures britanniques. Voilà, figurez-vous que 60 ans séparent ces deux jeunes gens, Maurice Trintignant, qu'on vous présente plus, Pétoulet, bonjour. Bonjour. Vous mettez votre micro devant la bouche. C'est toujours un très vif plaisir pour vous d'être ici. Hein. C'est un très vif plaisir pour tout le public qui vous adore toujours.
Bah oui, c'est exact. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir courir, revoir des gens encore très sympathiques, comme ici, par exemple, où les enfants ont persisté aux courses. Le père plutôt a insisté aux courses, a raconté à ses enfants la course, comment ça s'était passé et tout et tout. Moi, je trouve que c'est magnifique. Voilà, et donc 60 ans de moins, 21 ans exactement pour Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet, c'est le champion de France de Formule 3 en titre, c'est la relève française en Formule 3000. C'est drôle de vous voir ici. Vous aimez la voiture ancienne ? Ouais, j'aime la voiture ancienne et bon, j'ai surtout la chance d'être sponsorisé par ATS, qui est un grand fan de voitures anciennes et qui en a plusieurs. Et donc avec Maurice a réussi à faire un petit miracle ici. Alors Sébastien, quand vous voyez ces voitures de l'époque, est-ce que vous vous seriez imaginé conduisant des voitures comme ça? Quand on voit les tailles de pneus que vous avez maintenant par exemple, est-ce que vous seriez vu conduire ça? Non, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer ce que c'était. C'était vraiment une autre époque, un autre monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on réalise pas très bien, nous, pilotes de voitures modernes, ce que c'était à l'époque. Maurice Trintignant, je me tourne vers vous et je vous pose la même question qu'à Sébastien. Est-ce que vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui les voitures de course modernes et qu'on voit ça, c'est complètement différent, est-ce que vous vous seriez cru capable de conduire les voitures de course modernes d'aujourd'hui? Mais je n'ai jamais essayé la voiture moderne, bien entendu. J'aurais bien voulu essayer pour savoir si l'idée que je me fais de la voiture est exacte, c'est tout. Mais je préfère les voitures de mon époque, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'il fallait les piloter vraiment. Ouais. Elle ne demandait qu'une chose, à sortir de la route, et il fallait les faire rester sur la route. Et c'était ça le plaisir des courses à ce moment-là. C'était merveilleux, bien entendu. Mais on se tuait beaucoup. Oui. J'ai perdu quand même 52 camarades en course dans ma carrière, ce qui fait beaucoup. Ouais. Maurice, vous avez 81 ans, 82 ans. 82 passés. 82 ans. Vous prenez encore beaucoup de plaisir à piloter. On l'a encore vu car vous avez roulé ici aujourd'hui. Oui. Roulé sur le site du Grand Prix de Monaco, c'est fabuleux. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que ça m'a rappelé d'excellents souvenirs, bien entendu. Et surtout avec cette voiture qui était la voiture avec laquelle j'avais gagné le Grand Prix de Monaco 58. Ouais. Alors ça, c'était exceptionnel. Et le circuit n'a pas changé. Le circuit n'a pas changé, seulement il y a une prolongation quand même actuellement que je ne connaissais pas. Sébastien, l'ambiance que vous retrouvez ici, vous qui côtoyez à longueur d'année la Formule 3000 et donc la Formule 1, puisque cette année la Formule 3000 est enlevée de rideau de la Formule 1, il y avait quand même une autre sacrée bonne ambiance à cette époque-là hein, que maintenant. Ouais, je pense que c'était beaucoup plus l'esprit famille, la convivialité et le plaisir d'être ensemble et de faire un petit peu la fête dans des voitures exceptionnelles. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit peu perdu ça, le professionnalisme a vraiment pris le pas et c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est l'évolution logique en tout cas du sport automobile, je pense. Sébastien, la semaine prochaine vous allez rouler sur ce même circuit, ce sera au volant d'une Formule 3000 pour le championnat international de 3000. Ouais, ce sera au volant de la Lola de Gauloise Formula, de mon team, du team Junior Prost. Et j'espère que tout se passera bien. Après le week-end, il y a 2 semaines, quatrième à Nürburgring, c'était plutôt un bon résultat. Donc j'espère que ça se passera au moins aussi bien ici. Bien. Sébastien, merci de nous avoir rejoints. Maurice, on va passer un résumé d'une course qui a eu lieu ce matin. Ce qu'on appelle ici dans le jargon de l'Automobile Club de Monaco la série C, ce sont les voitures de sport construites avant 59, les Ferrari, les Porsche, les Maserati, c'est toute votre époque. Voilà. C'est toute mon époque, bien entendu. J'ai couru avec tout ce genre de voitures à ce moment-là. Et je n'ai pas assisté à la course parce que je n'étais pas là, mais je trouve que c'est un point de vue spectacle, c'est très spectaculaire et ça intéresse certainement les spectateurs à 1000%. Eh bien, on va en avoir encore une fois la confirmation. Et il faut préciser que ces voitures, à cette époque, donc voitures, on le rappelle, construites avant 59, eh bien, ces voitures étaient équipées de freins à tambour. Et vous allez le voir dans ce résumé que vous a préparé Frank Verplanken. Ça rendait les freinages pour le moins hasardeux. Regardez. Deuxième course de la journée, donc cette série C réservée aux voitures de sport. Le seul plateau de voitures de sport cette année à Monaco. Il y en avait 2 il y a 3 ans. Et un plateau magnifique, hein, peut-être le plus beau de ce week-end de course. Avec des Ferrari en pagaille, beaucoup de voitures britanniques aussi, des Jaguars, des HWM, des Maserati, des Porsche. On a même une Talbot, une voiture française. Et surtout une Fraser Nash avec à son volant
un des plus grands pilotes de tous les temps, l'immense Stirling Moss, qui partira en milieu de grille, donc sur sa Fraser Nash 1500. Et l'autre événement de cette série C réservée aux voitures de sport, c'est la pole position réalisée par Claudia Hürtgen, la pilote suisse qu'on connaît bien, puisqu'elle a longtemps couru en Formule 3 et en tourisme. Claudia qui prend un excellent départ et qui parvient à conserver sa première place devant la Ferrari 250 TR de Frank Sittner, l'excellent pilote anglais. Sittner qui dispose d'une 250 TR, une Testarossa. Hürtgen donc qui part en tête et qui espère sûrement effacer le mauvais souvenir qu'elle a de Monaco, puisque vous vous souvenez qu'elle était partie en tonneau à Sainte-Dévote au départ du Grand Prix F3 il y a 5 ans. En tout cas, ce serait une première si une femme s'imposait à Monaco, puisque jamais dans toute l'histoire du Grand Prix une femme n'a remporté de course à Monaco. En tout cas, ça semble bien parti aujourd'hui pour Hürtgen. Vous découvrez ce plateau magnifique. Alors que Flavien Marcet, vous l'avez vu, a pris la 4e place à l'intérieur à la Maserati de Agacé. Flavien Marcet, que voici un excellent pilote français, peut-être le meilleur pilote français de voitures historiques de compétition. Et on retrouve Sittner et Bronson, toujours en lutte pour la seconde place, à quelques secondes de Hürtgen. Bronson qui pilote une HWM Jaguar, une magnifique voiture anglaise. Vous voyez 3 secondes d'écart par rapport à Hürtgen. Et sous les yeux de Claire Gazzoni, une des nombreuses personnalités du sport auto présentes ce week-end à Monaco. Peut-être une attaque au freinage de la chicane de Bronson sur Sittner. Ouais, Sittner il reste à l'intérieur, il a fermé la porte. Il conserve donc sa seconde place. Vous voyez que ça passe très près des pneus, on coupe vraiment la chicane. Ah, et un petit accrochage apparemment à la chicane entre le numéro 4, Antoine Blasco, un Français, sur une Osca italienne, et le numéro 26 qui lui apparemment repart. C'était Cesare Radelli sur une Maserati. Et tout ça donc juste devant les leaders qui ont pu néanmoins passer sans encombre. Et on retrouve Stirling Moss sur sa Fraser Nash. Il y a apparemment quelques difficultés quand même pour Stirling. Il fait signe à son stand. Il parvient néanmoins à tenter un dépassement sur un retardataire. Mais tout n'a pas l'air de fonctionner au mieux sur la Fraser Nash. Mais d'ailleurs il tire tout droit à Sainte-Dévote, peut-être des problèmes de frein pour Moss. Alors va-t-il pouvoir repartir? C'est dommage, hein, oui. Il semble avoir des difficultés pour redémarrer également. Et on évacue sa voiture. Donc apparemment course terminée pour Stirling Moss, c'est dommage. Et c'est le dernier tour, entame du dernier tour pour la Suissesse, qui est donc en passe de réaliser un exploit historique à Monaco, la première femme à triompher en principauté dans le cadre du Grand Prix. Sittner n'est plus une menace directe pour Claudia Hürtgen. Plus de 5 secondes les séparent. Et on voit que la Maserati 300S roule à un rythme un peu moins soutenu qu'en début de course. Donc la pression doit être assez énorme sur les épaules de la jeune Suissesse. Et 7 secondes d'écart même entre Hürtgen et Sittner. Donc ce dernier virage, 10 tours parfaits pour Hürtgen, une course magnifique contre une opposition pourtant très relevée.
Et quel beau geste, belle sportivité, très en phase avec l'esprit de l'époque. Des images bien rares sur les courses d'aujourd'hui. Voilà, Sébastien Bourdais est resté avec nous. Sébastien, c'est quand même paradoxal. Votre premier tour de roue sur le circuit de Monaco sur lequel vous allez disputer une course la semaine prochaine, vous l'avez faite à bord d'une voiture ancienne. Ouais, disons que j'ai eu l'occasion de faire quelques tours avec une Ferrari là pour voir juste comment était la piste. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un circuit en ville et on a toujours beaucoup de difficultés à prendre des repères. Donc c'est bien d'avoir pu reconnaître un tout petit peu les lieux avant la 3000. Quand vous vous entretenez avec des gens comme Maurice Trintignant, vous parlez de la course de vos jours. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre vos problèmes? Non, je pense que c'est difficile. C'est tout aussi difficile que nous de comprendre les leurs de l'époque. Et c'est quand même intéressant d'échanger les idées entre les pilotes parce que c'est quand même des grands messieurs. C'est vraiment, quand on vient ici, c'est en plus une semaine avant le Grand Prix de Monaco, on a l'impression que c'est vraiment dans une unité de lieu, deux mondes complètement différents qui vont se succéder. Ouais, c'est vrai que la compétition garde une place importante dans ces meetings, mais c'est vrai que c'est l'amour des belles voitures et de faire revivre un peu une ambiance oubliée, et c'est joli quoi à voir. Sébastien, on connaît bien votre père qui a longtemps couru dans les formules de marque, entre autres. Chez vous, c'était une passion, la course automobile, quand vous étiez môme? Vous lisiez les bouquins où vous voyiez toutes ces voitures, par exemple? Non, quand j'étais plus petit, j'avais très peu la culture de l'historique parce que papa roulait dans des formules de promotion comme les Clio 309 et autres. D'ailleurs, il a gagné 2 fois ici en Coupe d'Europe. Et c'était plus la culture déjà des voitures modernes. Et bon, après, j'ai été un petit peu mordu par le karting. On a fait 4 ans de kart et puis après, je suis passé à l'automobile avec plus ou moins de succès. Et bon, aujourd'hui, la Formule 3000, après un titre de champion de France de F3. Donc, une belle évolution en espérant que ça dure. Vous avez passé un bon week-end, là, le week-end est pratiquement terminé, vous avez passé un bon week-end ici? Ouais, c'est toujours enrichissant de voir d'autres ambiances, d'autres modes de fonctionnement, parce que c'est vrai que c'est complètement marginal pour moi, et c'est très intéressant. Sébastien, en tout cas, on a été ravis de vous rencontrer, surtout c'était une rencontre un petit peu insolite, dans ce lieu où tout n'est qu'ancienne voiture, de rencontrer quelqu'un qui fait partie véritablement de la relève en sport automobile français. Voilà, dans quelques secondes, Sébastien va nous quitter et on va plonger véritablement dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1 avec une course qu'on va vous retransmettre en intégralité et en direct. Ça, ce sera dans quelques instants. Auparavant, je vous propose d'observer une très courte pause de pub. À tout de suite. Il faut se souvenir que la première voiture officiellement championne du monde de Formule 1 était une Ferrari. C'est l'Italien Giuseppe Farina qui avait été sacré champion du monde en 1950, l'année de la création du championnat du monde de Formule 1. Giuseppe Farina qui pilotait une Ferrari. Et puis l'année suivante a vu le premier titre de Juan Manuel Fangio, nous étions en 1951. Et puis 52-53, Ascari. Alors pourquoi tous ces noms-là, tous ces noms qui ont fait la légende du sport automobile? Eh bien tout simplement parce que ce sont eux qui ont véritablement été les précurseurs de ce qu'est devenu la course automobile aujourd'hui et ce qui est devenu plus particulièrement la Formule 1. Alors pourquoi nous vous parle-t-on d'eux maintenant? Eh bien c'est parce que la course à laquelle on va assister est certainement une des courses les plus représentatives de ce qui va se passer ce week-end. C'est des voitures qui ont été construites avant 1952. Ce sont des monoplaces de Grand Prix, donc des monoplaces de Formule 1. Cette course, on va avoir la chance de la suivre dans son intégralité et qui plus est en direct puisque le départ va en être donné dans quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Et donc on va retrouver dans leur position commentateurs Franck Verplanken et Gérard Crombach. Franck et Gérard, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, apparemment, ils ne m'entendent pas. Moi, moi je vous entends, Eric. Oui, Gérard. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette course à laquelle on va assister maintenant est certainement une des plus importantes de ce meeting du Grand Prix historique. Hein. Absolument, parce qu'il y a des voitures tout à fait fantastiques et ce sont des voitures d'avant-guerre
en grande partie, qui ont également couru après la guerre, de sorte que ça couvre, ça balaye beaucoup d'années. Est-ce qu'on peut dire que véritablement une nouvelle race de voitures est née à cette époque-là, Gérard? Non, c'est une fin. On va pas le dire alors. C'est une fin de race. D'accord. Gérard, vous êtes aux côtés de Franck Verplanken, donc cette course va démarrer dans quelques minutes. Eh bien, je pense, messieurs, qu'on va vous laisser l'antenne donc pour vous faire vivre cette course, les voitures de course, les monoplaces de Grand Prix fabriquées avant 1952. Messieurs, c'est à vous et nous allons nous retrouver très certainement sur la grille de départ. À vous. Eh bien, Franck n'est pas encore arrivé. Il est en train de préparer les commentaires des courses qui ont été enregistrées. Mais moi, je peux vous dire, je suis en train de me régaler parce que je vois par exemple devant moi une Talbot, une T26C. C'est une voiture française de 1948 qui est peinte aux couleurs de son pilote belge. Et c'est une voiture qui a un très joli palmarès. Puisque elle a été pilotée par Louis Rosier et Maurice Trintignant. Et Louis Rosier est le pilote qui a eu le plus beau succès de ces Talbot quand il a gagné le Grand Prix de Belgique en 1948. Ah, ça c'est une voiture formidable. C'est une voiture qui sera peut-être pas très à l'aise ici. C'est une 3 litres Maserati à compresseur. C'était peut-être la plus belle des voitures d'avant-guerre de chez Maserati, mais ils n'ont pas eu l'argent pour la développer, pour pouvoir courir contre les voitures allemandes. Mais elle a gagné 2 fois les 500 miles d'Indianapolis avec Wilbur Shaw. Ah, voilà une très belle P2 Alfa Romeo. Ça, c'est une voiture qui a 2 ponts arrière. On ne sait pas très bien pourquoi. L'arbre de transmission se sépare en 2 derrière la boîte et il y a un arbre qui part directement sur la route gauche et un autre directement sur la route droite. Alors là, vous voyez une voiture beaucoup plus récente. C'est une Maserati A6 GCM qui date de 51, mais en 51 c'était une Formule 2 et l'année suivante elle est devenue Formule 1. Ah, les 2 Héras avec leur calandre merveilleuse, ça c'était des voitures nées avant la guerre bien sûr aussi. Ça c'est la Parnell. Ça c'est une MG4-3 modifiée par Reg Parnell, le fameux coureur devenu après manager d'Aston Martin et puis qui a eu sa propre écurie pendant des années. Ah, ça c'est cette Maserati-là de Norbert Schmitzkopf. C'est le qui a été le glorieux chef mécanicien de Brabham de Lotus il y a pas mal d'années. Il était encore au travail. Ça c'est une Ferrari à compresseur, une voiture, la première Formule 1 de Ferrari tout de suite après la guerre. Mais en fait c'est pas le modèle avec lequel ils ont pu battre Alfa Romeo. Vous voyez donc la grille de départ qui défile. Et donc ce plateau, beaucoup de Maserati, hein, Gérard, c'est typique de l'époque. Je ne l'entends pas.
on a aperçu... Oui, on a aperçu Maurice Trintignant. Il devait disputer cette course au volant de la voiture avec laquelle il a gagné en 58, ce qui aurait été évidemment formidable. Mais malheureusement, il a eu des problèmes de siège. C'est qu'un siège, c'est très important dans une voiture de course. Il était très mal installé à la première séance d'essai. Et on lui a moulé un siège, comme on fait maintenant en Formule 1, pour la deuxième séance d'essai. Et puis, il croyait que ça allait. Et puis, quand il est parti, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas changer de vitesse. Alors, il n'a pas fait suffisamment de tours hier aux essais pour pouvoir se qualifier aujourd'hui. Et le public sera évidemment privé de sa présence pendant la course. Mais heureusement, on l'a fait tourner tout à l'heure en démonstration et le public l'a chaudement accueilli. L'ancien double vainqueur, c'était vraiment un moment émouvant. Parce qu'il est également le premier Français qui a gagné un Grand Prix du championnat du monde. Il est resté longtemps d'ailleurs le seul. Hein. Et oui. Il a dû attendre notre voix pour... non, il a fallu attendre François Sever à Watkins Glen. Et il a fallu attendre aussi plus longtemps pour qu'un Français gagne à Monaco. Il a fallu De Paillet attendre de Paillet en 78. Oui, absolument. Ouais, donc Maurice Trintignant qui est resté très populaire, on l'a vu lors de sa petite démonstration. Et puis c'est un méridional en plus, on était... Il jouait quasiment à domicile. Alors il serait intéressant de voir ce que le nettoyage de la piste aura donné. Parce que cette huile, c'est quand même assez... Oui, ça peut être problématique. Je pense que les premiers tours vont être assez délicats pour tous les pilotes. J'espère que... Enfin là, ils ont fait un tour de chauffe, ils ont pu tâter un petit peu l'adhérence, mais c'est pas facile. Hein. Et le départ risque d'être assez tumultueux dans ces conditions. Oui, ça peut être un peu ennuyeux, surtout que c'était tout de suite à la sortie de votre série. Alors bien sûr, toutes ces voitures-là ne connaissent pas cette partie du circuit. Sauf si elles sont venues courir en 97, puisqu'à l'époque, on virait ce qu'on appelait le gazomètre, c'est-à-dire où ils sont maintenant. Ils sont au débouché de ce qu'était l'épingle à l'époque. Ouais, donc c'est le tracé original du circuit. Voilà. Mais c'est quand même un circuit qui a peu évolué par rapport à beaucoup d'autres. On pense à Monza ou Spa. C'est resté quand même heureusement. Mais il y en a un qui n'a pas évolué du tout, c'est Pau. Hein. Pau a le privilège d'être... Oui, c'est vrai que les circuits en ville sont plus favorisés de ce côté-là. Oui. Alors le départ va être imminent, donc rappelons que John Hur a réalisé la pole position sur une ERA, une machine anglaise très intéressante. C'était une voiture, c'est Raymond Mays qui avait lancé les voitures ERA, English Racing Automobiles, financées par Humphrey Cook. Et Raymond Mays qui fondera BRM. Et voilà, il s'est basé là-dessus après la guerre pour fonder BRM avec le soutien d'industrie anglaise. Ah. Alors attention à ce départ. Alors que l'autre voiture passée en première ligne, celle de Barry Williams, a calé. On a quand même donné le départ. Il a vraiment calé au moment du départ. Hein. Heureusement, apparemment, tout le monde a pu l'éviter. Vous voyez que le premier passage en scène des votes est vraiment assez lent. Voici Williams qui va s'élancer, mais en fond de peloton. Wilzer Williams, c'est un pilote qui a très longtemps couru en voiture de tourisme, un petit peu dans toutes les catégories. En Angleterre, il est très populaire. Et il est habituellement très spectaculaire. Alors là, on va voir ce que donne sa remontée, parce que de toute façon, je crois que c'était une ERA type B, c'est donc un ancien modèle pour la mettre en première ligne, et il a fallu qu'il se crache dans les mains. C'est un peu surprenant d'ailleurs de voir les ERA dominer le reste du plateau, parce qu'on avait des Maserati a priori assez performants. Oui, je pensais que ça vient plutôt du pilotage ou de la préparation des voitures. Je pense que, en l'occurrence, c'est un peu le pilotage. Oui. Mais pour ce qui est de la préparation de la voiture, je dois dire aussi que je ne suis pas certain que toutes ces voitures soient dans le même état qu'à l'origine. Oui. Et d'ailleurs, ça s'adresse aux ERA également, puisque je sais très bien que il y a beaucoup de ces ERA qui sont équipés de vilebrequins en acier beaucoup plus léger, ce qui leur permet de prendre 500 tours et surtout de prendre du régime beaucoup plus rapidement. Ce qui à Monaco est très important. Oui. Donc en tout cas, apparemment, John Hur a pris une bonne avance d'entrée. Et ce sont quand même des Maserati qui sont à sa poursuite.
Et peu de voitures françaises, hélas. On a 2 Talbot T26. Oui, avant la guerre, l'industrie française, tout de suite avant la guerre, l'industrie française de compétition, si j'ose dire, n'était pas très active et même pas du tout en monoplace. C'était les voitures de sport. C'était Talbot et Delahaye qui faisaient des voitures et Delage aussi, qui faisaient des voitures de sport. Bugatti avait encore naturellement des monoplaces, mais qui n'étaient plus dans le coup. Pas à la hauteur des voilà, Mercedes et des Auto-Union. Voilà, c'était leurs voitures de sport aussi qui étaient les meilleures. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, on disputait même le Grand Prix de l'ACF en Formule Sport plutôt qu'en... En 36, oui, j'y étais. C'est vrai? Oui. C'était à Montlhéry? À Montlhéry, oui. Et c'est Raymond Sommer qui avait gagné sur une Bugatti. Je crois qu'il était avec Vimy. Avec Vimy, oui, ce que j'allais dire. Bugatti 57S peut-être? Oui. Le tank. C'était un tank Bugatti. La carrosserie entièrement bloquante. C'est joli ces voitures quand même. Est-ce que vous ne trouvez pas que par rapport aux voitures modernes de Formule 1, c'est plus amusant à voir, et ça tient une chose, c'est que ce sont des voitures qui ont une calandre. Et la calandre, c'est le visage d'une voiture. Et de nos jours, les voitures, vous les peindriez toutes de la même couleur. Je crois que beaucoup d'entre nous, journalistes spécialisés, on s'y tromperait, on n'arriverait pas à les reconnaître. C'est vrai qu'en Formule 1, c'est devenu vraiment quasiment uniforme. C'est très uniforme. Alors qu'à l'époque, elles avaient toutes une calandre totalement différente. Et en plus, on voyait le pilote beaucoup plus, il n'était pas enclos dans son cockpit. En revanche, il avait une chose qu'on n'a pas aujourd'hui, il n'avait pas un casque enveloppant. On pouvait donc voir son visage, ses expressions. Je me souviens de Tadzio Nuvolari, il grimaçait, il se démenait. C'était absolument fantastique de voir Nuvolari dans sa voiture. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient d'une impassibilité. Nino Farina, lui, c'était pas un muscle du visage ne bougeait. Et pourtant, il avait un tempérament assez bouillant. En plus, il était plutôt... Oui. Il sortait les gens qu'il gênait sans le manifester sur son visage. Et il en est sorti pas mal. Oui, il a même été impliqué dans plusieurs accidents mortels. Oui, c'est pour ça qu'il n'était pas très populaire auprès de ses amis et auprès de ses collègues pilotes. Oui. C'est quand même assez vite tiré, mais on a des petits paquets qui roulent assez groupés. On a quand même des belles phases de course. Ah bah oui, là on a les deux Maserati identiques qui se tirent une jolie bourre. Alors ça donc c'est des voitures d'avant-guerre, celle-ci aussi. C'est des voitures d'avant-guerre, mais on les a vues courir après la guerre. Parce qu'après la guerre, on courait avec ce qu'on avait. Et oui, c'est sûr que c'était sûrement assez hétéroclite les plateaux de l'immédiate après-guerre. Tout à fait. On avait même des voitures de sport légèrement reconditionnées. Absolument. Justement, les voitures de sport françaises, les Delage, les Delahaye, les Talbot, elles couraient en voiture de Grand Prix. Et, attention, il ne faut pas dire d'ailleurs Formule 1 jusqu'en 48, puisque le mot Formule 1 a été lancé par la Fédération internationale de l'automobile qu'en 1948. Et le premier Grand Prix de Formule 1 a été remporté par Nello Pagani, le coureur motocycliste, sur une Maserati à Pau le lundi de Pâques 48. Avant, c'était des voitures de Grand Prix. Et les voitures de petite cylindrée, on disait petite cylindrée. Ou voiturette. Voiturette aussi, surtout avant la guerre. Et alors les Era, justement, c'était des voitures nées avant la guerre, et elles étaient nées voiturettes, ainsi que toutes ces Maserati, à l'exception de la 3 litres dont je vous parlais tout à l'heure, que vous voyez ici, celle-ci-là, qui était une 3 litres qui avait été faite pour la formule de Grand Prix, et que faute de moyens, Maserati n'avait pas pu développer pour pouvoir concourir face aux voitures allemandes, Auto-Union et Mercedes, qui étaient, on le sait bien, financées par le gouvernement dans un but de propagande politique. Alors, ne pouvant
Il n'y a que 3 voitures qui ont été faites et ne pouvant s'imposer en Europe, eh bien, elles ont été vendues aux États-Unis et en revanche, elles ont trouvé une très belle revanche en remportant 2 fois Indianapolis avec Wilbur Shaw. Et celle-ci, c'était une voiture de Madame Lucy Shell, la mère d'Harry Shell, qui avait une très belle écurie parce qu'elle avait une très belle fortune américaine. Et elle a engagé cette voiture à Indianapolis. Ah, voilà une Maserati. Oui, apparemment les deux Maserati qui étaient en lutte ont chacune annoncé le même. C'est toujours c'est Baxter. Non, c'est plutôt Billy. William Billy, oui. Donc justement sur cette 6CM dont vous nous parliez. Ah, puis il y a Baxter aussi, ils ont été pris tous les deux. Ah, les deux ont été, oui. Alors on retrouve le leader donc sur son ERA. Le classement après 3 tours de course, donc au tiers de la distance, puisque 10 tours de course seront effectués comme pour chaque série aujourd'hui. Alors qu'une autre Maserati est arrêtée dans les stands. Ah, ça, c'est un modèle plus ancien que vous voyez là. Hein. Une 4CL? Non, non, au contraire, la 4CL est plus récente que la 6. Ah, d'accord. Voilà la 3 litres. Vous voyez, elle n'est pas très à l'aise sur ce circuit. C'est pas fait pour elle. Ouais, c'est vrai, on a eu l'illustration avec beaucoup de séries avec des grosses voitures qui ont souvent été dominées par des voitures plus agiles. Oui, le circuit de Monaco demande met l'accent sur l'agilité des voitures et des pilotes aussi. Parce qu'un pilote comme Majoub tout à l'heure... il ne s'est pas endormi. Hein. Ouais, on ne peut pas dire. Ceci dit, il faut reconnaître que beaucoup de ces voitures ont été bricolées d'une façon... alors que la 166... Voilà la 166, la 1500 compresseur, enfin 1500 ou 2 litres à compresseur. Oui, parce 1500 que, à l'origine, mais... Il y a eu des 2 litres et je ne serais pas surpris si celle-ci en était... Alors là, vous avez vu passer la calandre chromée de la Maserati rouge. C'était typique de la voiture de Giuseppe Formani, qui était un ingénieur italien et qui avait modifié sa voiture. Et il avait surtout fait des records de vitesse avec sa Maserati. Ça allait très vite. Hein. C'était très prisé à l'époque, les records. Oui. Les pétroliers donnaient des primes intéressantes à ceux qui battaient les records parce qu'ils pouvaient mettre ça dans leur publicité. Et alors les gens s'en occupaient beaucoup. Vous avez vu le panache de fumée de la roue droite. C'est évidemment les différentiels autobloquants n'existaient pas à l'époque. Alors on patinait beaucoup de la roue intérieure, de la roue arrière intérieure du virage. Poursuit toujours sa course à un bon rythme apparemment, et il n'arrive pas à lâcher la Maserati quand même, hein. Rien n'est joué. On voit très bien le panache de fumée dans un point intérieur dans le virage. Alors, en ce qui concerne ces ERA qui mènent la course et il y en a quelques autres qui se comportent très bien. Oui, comme la 29, là, qui voilà, réalisé le retour. Il faut signaler que le moteur des ERA était dérivé du moteur Riley. C'était un moteur à 2 arbres à cam, mais les arbres à cam n'étaient pas en tête. Les arbres à cam étaient dans le carter et il y avait mais situés très haut dans le carter.
Et il y avait des petits culbuteurs, des renvois de culbuteurs très courts qui permettaient de limiter l'inertie des pièces en mouvement. Mais enfin, ce n'était pas un double arbracam en tête. C'est... Ah, Oh là là. ça a été tangent. Ça, Ouais. c'est Barry... C'est Williams qui remonte. C'est Wizzo qui essaye de passer à sa façon. Ben, parce qu'ils ont tout cas, on est quand même pas. Et il est juste derrière une voiture qui est peinte aux couleurs du Siam, parce que c'était la voiture anciennement du prince Bira. Bira, c'était son pseudonyme. Il s'appelait le prince Bira Bonxé et j'en passe beaucoup. Ouais. Parce que Il avait un nom interminable. et c'était l'un des meilleurs pilotes de voiturettes avant la guerre. Et il a un superbe palmarès justement sur ERA. Et il y a longtemps pour Maserati après guerre. Oui, alors vous voyez, là, je crois que Romulus, c'était ainsi qu'on appelait la voiture de Bira, a un petit peu gêné notre ami Wizzo. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une particularité des Anglais qui aimaient donner des surnoms à leur voiture. Oui, Et c'est resté pour pas mal d'entre elles. oui, oui. Et l'écurie royale du Siam, parce qu'on l'appelait comme ça, ça s'appelait l'écurie de la souris blanche. Ah bon? Et son talisman, c'était la souris blanche, White Mouse Stable. Voilà encore la Maserati ex-Fourmanique. Ah, une P2, une P3, je veux dire, qu'est-ce que c'est joli. Les Alfa Romeo d'avant-guerre, Ah là. la Scuderia Ferrari. Ouais, c'est vrai que c'est une voiture magnifique. Ouais, ils s'en démerdent bien. Ouais. Ouais, c'est Robert Fink, un Allemand qui. Oui, c'est un Allemand. Les P3 sont quand même assez rares. Oui, elles sont rares, elles valent des petites fortunes. Hein. Ouais. Je vais vous dire que s'il veut la vendre, il pourra s'installer à Monaco et s'acheter un bouillot. Et vivre tranquille jusqu'à. Non, quand même pas. Non, mais- peut-être pas à ce point-là. Oui, John Muir, il fait une belle course. Hein. Parce que sa voiture, c'est une ERA type B, c'est l'un des premiers modèles. Oui. Hein. On est allé jusqu'au type E. Oui, la dernière, c'est le type E, mais le type E a été un échec total. Et je n'ai pas vu passer la type D. La type D, elle est noire. C'est une ERA noire, je ne sais pas si... Que Stratton devait conduire, non? C'est. je ne sais pas qui est dessus, mais elle est très intéressante parce que le compresseur est derrière le moteur et pratiquement sur les genoux du pilote. Ah oui, c'est vrai. On l'a aperçu dans les paddocks, oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu en course. On n'a pas vu en course, oui. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme architecture. Alors que ça, c'est la Maserati 8 Oui, CTF la 8 de CTF de Lucy Shell. de l'écurie Shell. Lucy Shell, bien entendu, c'est celle qui avait financé de la haie pour faire des voitures de Grand Prix et malheureusement, à C'était- part la victoire de René Dreyfus au Grand Prix de Pau devant Caracciola, Oui. ça... Mais ça n'a pas toujours. Non, ça n'a pas... Et de sorte que c'est devenu des voitures de sport. Ah, ça c'est une ancienne Maserati. Oui, c'est Altenbach. Altenbach sur une 4CM. On retrouve Yor. Largement en tête. Nous sommes maintenant à 2 tours de l'arrivée. Il y a quand même quelque chance qu'il soit rattrapé. Ah, C'est le premier déplacement de retardataire. ouais. Une Ça c'est la Gordini derrière. type 15. Et oui, c'était la voiture du prince Trouvetskoy. Un des premiers pilotes de Ferrari. Oui, Après, il y a des voitures pilote, Ferrari. disons client. Oui, tout à fait. Qui était du coin, qui était de Nice, établi à Nice, un russe établi à Nice. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait épousé une femme très riche, alors ça avait facilité les choses. Oui, ça aide pour acheter des Ferrari. Voilà. On retrouve Ah oui, Williams. voilà que Barry Williams, il a fait le meilleur tour. Et il l'a bien amélioré, parce qu'il était en Oui. 2.12 en début de course, il est maintenant en 2.8. Oui. Pour vous donner un Oui, ordre mais ce matin déjà, on a vu, vous savez, 10 tours d'essai le matin, 10 tours l'après-midi, c'est pas suffisant pour Oui. mettre les voitures au point. Sûrement, oui.
Oui, parce que même si a priori on peut penser que ces voitures sont assez rudimentaires, il y a quand même des réglages à effectuer pour oui, les adapter ne au tracé. serait-ce que les rapports de vitesse. Oui. Avoir le bon couple, c'est très important. Et si on peut même échelonner les rapports, on l'a vu dans la course de Formule Junior, il y a certaines voitures qui avaient la possibilité de changer l'échelonnement de leur vitesse. Et ce sont celles qu'on a trouvées dans les premières places, parce que ceux qui avaient des rapports fixes, par exemple ceux qui avaient une boîte Renault, comme la Caravelle par exemple, oui, les rapports étaient fixes. Il n'y avait pas la possibilité de changer les rapports. Ce qui doit être embêtant quand même. Et oui, quand on a le bon rapport pour les virages principaux, c'est quand même important. Et oui. Leilo, Maserati 6CM, oui, alors lui, il patine beaucoup. Hein. Oui, au moins à chaque virage. Oui. Alors maintenant, ça veut peut-être dire une chose, s'il patine tellement, c'est que ou bien il a le pied un peu trop lourd, ou bien les autres ont discrètement monté des autobloquants. Ça ne serait pas exclu, oui. Ça, il faudrait. Ce serait intéressant d'avoir un écart avec Williams, mais évidemment à deux tours de l'arrivée, il n'a aucune chance de revenir sur. Il n'y a aucune chance de revenir. Bon, c'est vraiment dommage qu'il est calé au départ. Oui, absolument. Hein. Ça nous a privé d'un beau duel. Hein. Oui. Une Talbot Sport devant lui, dont on a enlevé les ailes et les phares, bien sûr, et qui se range très sportivement. On voit bien que l'habitacle de la Talbot est beaucoup plus large qu'une monoplace classique, une pure monoplace. Le châssis est le même, le moteur est le même, mais la carrosserie est conforme au règlement de l'époque qui exigeait quand même une largeur minimale. D'ailleurs, c'est une voiture comme celle-ci qui a gagné les 24 heures du Mans en 51 avec Louis Rosier. Ouais. En 50. En 50, oui. Et Louis Rosier qui avait conduit 23 heures sur 24. 23 heures et quelque chose. Son fils avait fait un relais le temps qu'il aille manger un sandwich. C'est vraiment des choses inimaginables aujourd'hui quand on voit que maintenant les pilotes sont 3 minimum sur les épreuves d'endurance de 24 heures. Oui, mais à l'époque aussi, au Mans, on ménageait la voiture et le pilote du début à la fin. Oui. Maintenant, c'est un sprint. Oui, un sprint de 24 heures. Voilà, c'est ça. C'est comme le bol d'or. Hein. Le bol d'or, c'est vraiment... ils sont à l'attaque du début à la fin. Dernier tour. Oui, on est dans le dernier tour. Maintenant... bien détaché de la Maserati. A priori, une victoire tranquille. Une petite 6 Italia. Vous avez vu, il vient de doubler une 6 Italia. C'était une petite voiture à base Fiat qui avait été dessinée par l'ingénieur de Fiat, Dante Giacosa, un grand ingénieur. Et c'est Piero Duzio de 6 Italia qui en avait construit une série. Il faisait un tour de cirque. Il faisait courir une quinzaine de voitures, toutes les mêmes, et il invitait les grands pilotes à les conduire, et il faisait ses courses. Par exemple, il y a eu une course au Caire. Ah oui. Et puis après, comme il avait le projet de faire une Formule 1, il a fait sa Formule 1, il a laissé tomber ses cirques, et les voitures sont parties dans les mains de pilotes individuels. Des drapeaux jaunes sont agités dans Non, ça c'est pour dire... ça doit être l'arrivée, non? Je pense pas, non. Je pense que il y aurait à peine à la chicane. Il y a dû y avoir une sortie. Ou peut-être un peu d'huile. Oui, peut-être aussi, oui. Oui. En tout cas, rien de bien grave, apparemment. Ah oui, il y a une sortie. Une voiture. Oui. Difficile de dire de qui il s'agit. Ça t'affecte pas. Ah bah voilà, il a 5 secondes d'avance sur les lots. À demi-tour de l'arrivée, sauf souci majeur d'ici les 3 derniers virages.
Murray devrait l'emporter logiquement. Hein. C'est vrai qu'il a été intouchable. Ouais. Là, il a un gros paquet de retardataires devant lui, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà donc l'arrivée. Ouais. Le vainqueur, une course très méritée, mais je répète que les ERA courent très souvent en Angleterre et elles sont très préparées. Oui. Alors que les Maserati, peut-être que les gens les sortent Moins fréquemment. une fois par an. Pour les grandes occasions. Ou tous les 2 ans pour Monaco. Ouais. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont acheté une voiture pour courir ici. Oui, ah ouais. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est un rendez-vous prestigieux. Ah oui, c'est la Mecque. Ouais, c'est avec Goodwood le must de... Oui, mais au plan historique, Goodwood et Monaco, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, non, c'est vrai que Goodwood n'a pas le prestige de Monaco. Même si les plateaux à Goodwood au Festival of Speed sont quand même assez remarquables. Assez étoffés, oui, bien sûr. Mais moins homogènes, bien sûr. Oui. On fait venir des originalités du monde entier. Alors c'est très drôle, c'est très amusant, mais ici, ça se tient mieux. La P3 qui franchit la ligne. Voilà le Talbot. Et un petit Gordini. On va attendre d'avoir un classement plus complet, Oui. pour voir un peu qui a pris les places d'honneur et si Williams par exemple a pu revenir à hauteur du podium. Voilà une petite Ces Italia qui en termine. Oui, Et donc effectivement Williams s'est remonté 3e. Hein. Oui, c'est une course superbe qu'il a faite. Parce qu'il partait avec handicap de plus de 13 secondes en tout cas par rapport à Yor. Hein. Donc on peut vraiment penser qu'on aurait eu un très beau duel entre les deux ERA. Ils sont toutes les deux des types B. 35. Historique de Monaco par notre ami Robert Ferrari. Donc, John Ure va recevoir la traditionnelle couronne de laurier. Ça aussi, ça s'est perdu par rapport Oui, bien sûr, à l'époque. bien sûr. Mais est-ce qu'il aura une bouteille de champagne? Ah. Mais d'ailleurs, la tradition de la bouteille de champagne qui remonte aussi aux années 30, non? À la coupe Vanderbilt à New York, si je me souviens bien, avec Nuvolari et... C'est extrêmement discuté. Ah oui, Alors, c'est controversé. C'est controversé. L'hymne britannique salue cette vraie totale victoire anglaise, hein, puisque c'est un pilote anglais sur une voiture anglaise. Et si je ne m'abuse, c'est la première victoire d'une voiture anglaise aujourd'hui. Oui, puisque nous avons Ah pardon, en Formule Junior, oui, c'est la Merlin de Formule Junior. la Merlin de Formule Junior, et puis après, en sport, on a une Maserati, on a une Bugatti en voiture ancienne, et tout à l'heure, une Ferrari Non, enfin, ouais. 555. Là, c'est bien, il y en a eu pour tout le monde. Hein. Oui.
Voilà, de retour dans ce paddock du Grand Prix historique, on retrouvera Franck et Gérard Combach pour la suite des opérations. On vous a montré 3 courses, il en reste 3 encore à vous montrer. Donc on va se séparer quelques instants et puis après on se retrouvera pour continuer à égrener ce festival de voitures anciennes ici sur le port de Monaco. A tout de suite.